Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Sciences 9 sur le courant électrique. Donc, on a déjà parlé de l'électricité statique. On a dit c'était quoi le potentiel électrique qu'on mesurait en volts. Cette fois, on va introduire une nouvelle unité qui s'appelle les ampères. Et les gens vont souvent confondre les volts ou les ampères. Il y en a un qui va mesurer le potentiel, comme on l'a vu, les volts, et l'autre, les ampères, ça va mesurer le courant. La différence entre les deux est très importante. Les volts vont mesurer la quantité d'énergie potentielle qui est transportée par chaque petite charge qui va sortir de la pile. Donc, chaque électron, chaque ion qui va sortir de la pile va avoir une certaine quantité d'énergie en dedans de lui. Et cette énergie-là, pour cet électron, cette charge-là, cet ion-là, va se mesurer en volts. Tandis que le courant, il mesure les ampères, et les ampères, ça mesure la quantité de ces petites charges-là ou de ces ions-là qui vont sortir de la pile. Chaque pile va transmettre une quantité de charge qui va dépendre de à quoi elle est branchée, et ce courant-là va donc dépendre du circuit. Les volts sont spécifiques à la pile. Une pile de 1,5 volts ou une pile de 9 volts, ça indique que chaque électron qui sort de cette pile-là transporte dans ses poches une quantité d'énergie de 1,5 volts ou une quantité d'énergie de 9 volts. Tandis que les électrons, la quantité de ces électrons-là qui sortent de la pile, c'est ça qui va me dire combien d'ampères. Et ça, c'est pas indiqué sur la pile, parce que la quantité d'ampères qui sort de la pile, ça dépend à quoi je vais brancher cette pile-là. Si je la branche à une ampoule qui est de 40 watts ou si je la branche à une ampoule qui est de 150 watts, bien, ce n'est pas la même quantité d'ampères qui va être tirée de la pile. Donc, pour faire une petite analogie de la chute d'eau, ben, dans le cas d'EDP, ça serait comme la hauteur de la chute d'eau. Donc, ça te dirait combien d'énergie qui va être perdue par les électrons lorsqu'ils vont traverser l'ampoule parce qu'ils ont reçu une bonne quantité d'énergie par la pile. Soit une petite chute d'eau, soit une grande chute d'eau, ben, ça aura pas la goutte d'eau n'aura pas la même quantité d'énergie quand elle va arriver en bas. Elle ne fera pas le même dégât. C'est plus dangereux une haute chute d'eau qu'une petite chute d'eau parce que l'eau a plus d'énergie lorsque il y a une grande hauteur pour lui donner cette énergie-là. Cette énergie potentielle gravitationnelle dans le cas de la chute d'eau ou une énergie potentielle électrique dans le cas de la pile. Mais la DDP, la différence de potentiel, dans cette analogie, ça serait la hauteur de la chute. Mais c'est possible d'avoir deux chutes d'eau qui ont la même hauteur, mais il y en a une qui aurait un plus petit débit d'eau et l'autre qui aurait un plus grand débit d'eau. Bien, ce débit d'eau-là, la quantité d'eau qui tombe, va être le courant. Et dans ce cas-ci, sur ce dessin, les deux chutes d'eau ont exactement la même hauteur. Donc, chaque petite goutte d'eau va avoir la même quantité d'énergie, mais puisqu'il y a plus de gouttes d'eau à droite dans la grosse chute que dans la petite chute, bien, il y a un plus grand courant et cette chute-là va avoir plus d'énergie au total. Donc, le courant, c'est la quantité d'eau qui passe. Tandis que dans le dessin qu'on avait tantôt, les deux chutes d'eau avaient le même débit d'eau, il y avait la même quantité de petites gouttes d'eau qui tombaient, mais puisqu'il y avait une haute chute et une basse chute d'eau, bien, chaque goutte d'eau n'avait pas la même énergie selon qu'elle était sur la petite chute ou sur la grande chute. Donc, pour résumer, la DDP, c'est la hauteur de la chute d'eau, c'est la quantité d'énergie potentielle que chaque électron transporte, alors que le courant, c'est le nombre de ces électrons-là. Ça va devenir important quand on va construire nos circuits électriques. Il va falloir s'assurer qu'on a le bon courant dans notre circuit électrique pour pas briser ce qu'il y a dans mon circuit, que ce soit un circuit comme une ampoule ou sur quoi un circuit plus complexe comme les circuits électroniques qu'il y a dans une télécommande de télé ou dans un ordinateur. On ne peut pas avoir un courant trop grand ou un courant trop petit. Un courant trop petit ne fera pas fonctionner notre appareil. Un courant trop grand risque de briser l'appareil. Donc, pour le circuit électrique, ça va être important de connaître le courant qu'on va mettre dans notre chemin. Le circuit électrique, c'est le chemin qui est parcouru par l'électricité. Et ce chemin-là va être créé avec des fils électriques
souvent un interrupteur que j'ai représenté ici en rose. Et le but du circuit électrique, c'est de faire un travail. Donc, dans ce cas-ci, ça serait d'allumer l'ampoule et l'électricité provient de la pile. Donc, la pile va donner l'énergie aux électrons. Les électrons vont se promener dans le fil pour se rendre jusqu'à l'ampoule. Et là, ils vont donner leur volt à l'ampoule. L'ampoule va utiliser ces volts-là pour allumer, même faire de la chaleur, dépendamment si c'est une ampoule incandescente ou une ampoule halogène. Et cette ampoule-là, après, va pouvoir donc allumer. Et les électrons, quand ils ont fini de transporter cette énergie et de toute la donner à l'ampoule, il ne leur restera plus d'énergie potentielle, fait qu'ils vont revenir à la pile pour être capables de recevoir de nouveau des volts et pouvoir recommencer à retourner dans le chemin. Quand on va vouloir dessiner un circuit, on ne fera pas un dessin comme vous voyez à l'écran. C'est trop... premièrement, c'est trop artistique, là, et c'est trop difficile de faire ça avec des traitements de texte. Donc, les scientifiques ont inventé des règles et surtout des symboles pour faire nos schémas de circuit. Premièrement, les fils vont être toujours droits. On ne fera pas des fils ronds, on ne fera pas des choses artistiques avec nos fils. Ça va toujours être des lignes droites, verticales ou horizontales. Et donc, on va souvent mettre des coins, des angles bien précis, juste pour montrer que c'est un circuit fermé. Donc, si le fil doit tourner, il va falloir que ce soit un virage à angle droit. Bon, parfois, sur certains circuits, on va être obligé de mettre des virages à angle plus petit. On va faire des petits triangles, ça va être juste plus pratique, mais on essaie toujours, préférablement, de faire des angles droits. Il ne faut jamais que les fils se croisent. S'il y a deux fils qui se croisent, ça veut dire qu'il y a un contact et donc l'électricité va avoir le choix de passer par un fil ou par un autre fil. Si on veut que les deux fils soient indépendants l'un de l'autre, il ne faudra pas sur le schéma qu'ils se croisent. Fait que des fois, il faut faire des grands cercles pour éviter qu'ils se croisent. Si, ça va arriver des fois qu'on va avoir des fils qui se croisent, mais on va appeler ça des embranchements, on va appeler ça des nœuds. Et là, le courant devra choisir au nœud quel embranchement qu'il va prendre. Sur la pile, on n'indiquera pas de quel côté est le positif, de quel côté le négatif. On va avoir un symbole qui va nous l'indiquer. Il faudra juste savoir sur le symbole lequel des côtés positifs, lequel des côtés négatifs. Et donc, une fois qu'on le sait, on n'a pas besoin de l'indiquer sur notre schéma de circuit. On n'indiquera pas non plus dans quel sens que le courant se transporte. On va voir tantôt qu'il y a une règle. Et une fois qu'on sait la règle, on n'a pas besoin de le mettre sur le schéma. Tout le monde va savoir dans quel sens ça s'en va. Pour les symboles, il va y avoir des symboles bien précis à utiliser. Ces symboles-là, c'est des conventions qui sont acceptées pour tous les pays. Donc, peu importe que tu trouves un schéma de circuit au Canada, en Allemagne ou en Chine, peu importe leur langue, ça va toujours être les mêmes symboles. Pour le premier, le fil, c'est très facile. Ça va être tout simplement une ligne. Cette ligne-là montre que c'est un fil conducteur. Donc, ça va être souvent un fil de cuivre. Qu'il soit ou non recouvert de plastique, on n'a pas besoin de le savoir, ou de caoutchouc, je devrais dire. On n'a pas besoin de le savoir sur le schéma. Une ligne droite, ça veut dire que c'est un fil conducteur. Le symbole de la pile, c'est des lignes qui sont perpendiculaires au fil, et il y a une grande ligne et une petite ligne. Cette grande ligne représente le pôle positif et la petite ligne représente le pôle négatif. Quand on veut insérer la pile dans un circuit, ça ressemble à ceci. Donc, on connecte un fil au pôle positif et on connecte l'autre fil au pôle négatif. Là, je t'indique pour référence que la grande ligne, c'est le positif et la petite ligne, c'est le négatif, mais dorénavant, dans un vrai schéma de circuit, on ne veut pas indiquer le plus et le moins. Je te le mets juste parce que c'est des notes de cours et je veux que tu l'apprennes, mais dorénavant, je ne veux pas que toi, tu l'inclues dans tes schémas de circuit. Ça, c'est si j'ai une pile. Ça se peut que j'ai une batterie. Une batterie, on a dit que c'était plusieurs piles. Donc, si j'ai plusieurs piles, je vais tout simplement les mettre côte à côte. C'est important d'alterner le plus et le moins. Donc, remarque comme j'ai bien mis une grande ligne, une petite ligne, une grande ligne, une petite ligne. Toutes les grandes lignes, c'est des pôles positifs. Toutes les petites lignes, c'est des pôles négatifs. Et cette batterie-là, je pourrais aussi l'insérer dans mon circuit. Donc, j'aurais un fil qui connecte le premier pôle positif et un fil qui connecte le dernier pôle négatif. Donc, ça, c'est pour la batterie.
On va souvent mettre aussi un interrupteur dans notre circuit. L'interrupteur, ben, c'est une switch en anglais. Donc, on va mettre des petits points sur notre fil pour dire qu'à cet endroit-là, il y a un interrupteur. Si le circuit est fermé et que les électrons sont capables de passer, ça va juste ressembler à 2 points sur une ligne. Mais si je mets le circuit ouvert et que je bloque le passage des électrons pour éteindre l'ampoule, bien, cette fois-là, ça ressemble à une petite porte. Et d'ailleurs, un interrupteur, c'est une porte. C'est une porte qui permet au courant de passer dans le fil ou de ne pas passer dans le fil. Mais il ne faut pas l'imaginer comme une porte standard, puisque la porte, lorsqu'elle est fermée, ça veut dire que l'ampoule fonctionne, et lorsque le circuit est ouvert, ça veut dire que l'ampoule ne fonctionne pas. Il faut faire attention à la définition du circuit. Une fois que j'ai mes composants de circuit, il va falloir que je puisse les brancher ensemble pour montrer qu'est-ce qu'ils vont faire, ces électrons-là, pour transformer leur énergie. Peut-être que je veux les brancher à une ampoule, mais peut-être que je veux les brancher en d'autres choses. Il n'y a pas seulement l'ampoule qui peut utiliser l'énergie. Il y a plein d'autres choses. Et ces autres choses-là, bien, je vais utiliser un symbole universel pour tous les représenter. C'est ce petit zigzag-là. Ça, on va appeler ça tout simplement une résistance. Et la résistance, ça peut être n'importe quoi qui va transformer de l'énergie. L'énergie électrique pourrait devenir de la musique, comme pour un iPod. Donc, je fais rentrer de l'électricité dans l'iPod et c'est de la musique qui sort. Évidemment, ça pourrait être une ampoule. Dans le cas de l'ampoule, c'est l'électricité qui rentre et c'est de la lumière qui sort. Ça aurait pu aussi être un four. Ça va faire rentrer de la chaleur, faire rentrer de l'électricité et faire sortir de la chaleur, pardon. Dans le cas des ampoules, il y a quand même un symbole spécifique qu'on peut utiliser, mais on peut aussi utiliser juste le symbole général des résistances pour tous les composants qui vont utiliser de l'énergie. Ce que le composant va faire, c'est qu'il va prendre l'énergie de l'électron et il va le transformer en d'autres choses. Donc, l'électron, il va perdre de l'énergie lorsqu'il va traverser ce composant-là. Pour perdre l'énergie, j'ai une petite analogie ici où on voit que lorsqu'on a sur ce petit jeu-là où on fait glisser des billes le long du plan incliné, bien, la main qui prend la bille en bas et qui apporte la bille jusqu'en haut, ça serait comme la pile qui donne de l'énergie potentielle à la bille. La bille représente l'électron et quand l'électron tombe, il va donner de l'énergie aux composants. Dans ce cas-ci, ce serait tous les petits clous. Les petits clous vont faire de la musique ou les petits clous vont faire peut-être de la lumière, de la chaleur, et ils vont donc utiliser l'énergie de la bille. Et c'est pour ça que le symbole que j'ai rajouté sur le deuxième dessin montre le symbole du composant. Et lorsque la bille est rendue en bas, elle n'en a plus d'énergie. Elle a tout donné ses énergies aux clous et il faudra que la main remonte la bille en lui redonnant de l'énergie. Donc, l'énergie qui est utilisée par le composant, c'est l'énergie qu'il a pris des électrons. Et donc, les électrons vont perdre leur énergie en traversant les composants. En fait, ils vont perdre leur énergie au complet. À la fin, ils vont finir avec 0 volt et c'est pour ça qu'ils doivent revenir à la pile. Reprenons le même exemple de circuit que tantôt où j'avais mis des beaux dessins d'ampoules, de piles et d'interrupteurs. C'était pas super artistique, je sais. Alors, on va utiliser plutôt nos vrais symboles. Le symbole de la pile avec le pôle positif et négatif orienté dans le bon sens. Donc, le pôle positif, c'est le petit bout au-dessus de la pile. Et le pôle négatif, c'est le fond plus creux de la pile. Et là, je connecte ça à des fils. À droite, j'ai une ampoule. Donc, je vais insérer mon symbole d'ampoule. En haut, j'ai un interrupteur. Si mon interrupteur est fermé et que mon ampoule s'allume, ça va tout simplement avoir l'air de ceci. Et pour que le circuit fonctionne, il doit être complètement fermé. Ça veut dire qu'il faut que les électrons aient la possibilité de revenir jusqu'à la pile. Donc, on va fermer le circuit par un dernier fil. Donc, ça, c'est un exemple de circuit qu'on va appeler un circuit simple et qui va permettre à l'ampoule d'utiliser l'énergie de la pile. Bon, de la manière que ça fonctionne à l'intérieur du circuit pour que les charges puissent réussir à transférer leur énergie aux composants,
C'est pas exactement comme on se l'imagine, parce que ce transfert d'énergie-là se fait de façon instantanée. Les électrons n'ont pas besoin d'un certain temps pour se déplacer de la pile jusqu'à la lumière. Je veux dire, quand on allume l'interrupteur dans notre chambre, aussitôt qu'on déplace l'interrupteur, la lumière s'allume. Peu importe que l'interrupteur soit très proche de la lampe, comme pour une lampe de bureau, ou que l'interrupteur soit très loin de la lampe, comme dans une classe, c'est pas ça qui va faire une différence sur le temps que ça prend pour que la lumière réussisse à s'allumer. Donc, c'est vraiment instantané le transfert d'énergie. Comment est-ce que c'est possible? C'est parce que les électrons, physiquement, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour de vrai de la pile jusqu'à la lampe. En fait, ils ont juste besoin de pousser l'électron qui est en avant d'eux, parce que c'est toutes des charges négatives, les électrons, et des charges négatives, on a appris que ça se repousse. Donc, l'électron, il a juste à avancer un petit peu, et en avançant, il va pousser l'électron qui est devant lui, même s'il ne touche pas. Juste parce que c'est deux charges négatives qui se repoussent, s'il s'approche un tout petit peu de son voisin en avant, ça va être suffisant pour faire avancer ce voisin-là, qui va s'approcher de son voisin en avant, qui va repousser cette personne. Donc, ça va faire un effet en chaîne comme ça pour que le transfert d'énergie se rende jusqu'à la lampe. Et c'est vraiment instantané. Donc, on n'a pas besoin d'un certain temps. Les électrons ne vont pas physiquement se déplacer jusqu'à la lampe. On utilise cette analogie pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe, mais dans la réalité, ce n'est pas exactement ça qui se passe. Donc, juste pour que vous le sachiez, mais on va continuer à utiliser l'analogie du déplacement d'électrons. C'est juste plus simple à comprendre le principe du courant. Mais sachez que ce n'est pas exactement comme ça dans la vraie vie. Alors, si on vient aux unités d'ampères, pour le courant, ça va être quand on va mesurer le nombre d'électrons qui passent dans un endroit du fil à chaque seconde. Bon, comme on vient de le dire, ils ne vont pas passer pour vrai, ils ne vont pas arriver, se déplacer et passer pour de vrai dans le fil, mais on va garder l'analogie pour dire combien d'électrons qui passent dans le fil à ce moment-là. Et selon combien est-ce qu'il y en a qui passent dans le fil à chaque seconde, c'est ça que je vais mesurer en ampères. Donc, les ampères, en fait, c'est des coulombs par seconde. On a parlé des coulombs dans le premier keynote d'électricité en électricité statique. Donc, si je représente un fil et dans ce fil-là, les deux fils sont de la même grosseur, bien, le fil d'en haut va avoir un petit courant et le fil d'en bas va avoir un grand courant juste parce qu'il y a plus d'électrons qui réussissent à passer dans un fil ou dans l'autre à chaque seconde. Ça peut dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du type de métal qui est utilisé pour faire le fil. Ça va dépendre de la grosseur du fil. Ça va dépendre... en fait, souvent, les fils, si vous regardez un vieux fil électrique tout brisé, vous allez remarquer que ce n'est pas un gros fil, mais que c'est plusieurs petits fils très, très minces qui ont été collés, twistés les uns sur les autres. Donc, ça aussi, ça va faire une différence. On va appeler ça un fil torsadé. Donc, il y a plusieurs facteurs qui vont faire une influence sur la quantité d'ampères qui peut réussir à passer dans un fil. Pour ce qui est du sens du courant, on va terminer avec ça. Le courant, il se déplace toujours dans le même sens. C'est comme si le fil électrique, c'était un sens unique. Les électrons n'ont pas le droit de reculer dans le fil, ils peuvent toujours aller dans le même sens parce qu'il y a un autre électron en ailleurs d'eux qui arrive et qui les repousse. Donc, c'est toujours dans le même sens. Quand on a fait les premières piles électrochimiques dans le temps de Volta, comme on a parlé dans le deuxième keynote, ces piles-là, on a décidé que le courant allait toujours sortir du positif au négatif. Ce qui peut être très vrai dans le cas des piles électrochimiques parce qu'il y a des ions positifs et des ions négatifs dans la solution qui peuvent se déplacer d'un pôle à l'autre. Donc, si j'utilisais une pile électrochimique pour ce dessin, je pourrais dire à la limite donc, que le sens du courant, ça va être les petites flèches qui vont apparaître et qui sortent du positif pour se rendre jusqu'au négatif en traversant l'ampoule et l'interrupteur. En réalité, plus tard, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des nouvelles découvertes parce qu'on avait des meilleures technologies. Et on s'est rendu compte que dans le fil électrique, dans le solide, les électrons seulement se déplaçaient. Les ions positifs ne se déplaçaient pas, les protons, les noyaux ne se déplaçaient pas.
Donc, on a décidé qu'on allait faire la différence entre le sens du courant et le sens du flux des électrons. Le flux des électrons vont toujours se déplacer du négatif au positif parce que les électrons sont eux-mêmes négatifs. Donc, ils vont s'accumuler sur le pôle négatif de la pile et ils vont se déplacer pour être attirés par le pôle positif de la pile. Donc, sur le même dessin, si on voulait représenter le flux des électrons, on devrait partir du côté négatif et faire des flèches qui rentrent dans le positif. Fait que ça, c'est ce qui se passe en réalité dans le fil. Mais parce que la convention a déjà été décidée que c'était du positif au négatif, et parce que c'est pas faux dans le cas des piles électrochimiques, que c'est les ions positifs qui peuvent aussi se déplacer, on va continuer de dire que le sens du courant traditionnel, le sens du courant conventionnel en fait, ça va être du positif vers le négatif. On n'aura pas besoin de mettre ces flèches-là sur nos schémas de circuit, on l'a mentionné tantôt, c'est seulement les symboles qu'on va mettre, on ne mettra pas de flèches. Mais toi, tu dois savoir que le sens du courant conventionnel, c'est toujours que ça sort du positif et ça rentre dans le négatif. Donc, on va faire des exercices là-dessus en classe. On va aller faire des dessins de schémas de circuit. Après ça, on va faire nos calculs en mathématiques. Mais on va avoir d'autres petites choses à faire avant de passer à l'unité suivante. Donc, on se voit en classe. Bye!